Bonsoir à toutes et tous. Pour ma part, je suis Jérôme Cotry, en charge des programmes sur l'Inde et puis l'Asie du Sud-Est chez Tamera, qui est une marque de Secret Planet. Secret Planet, qui est un tour opérateur basé à Lyon, qui a plusieurs marques, donc Tamera pour les treks, Expédition Unlimited pour tout ce qui est expédition plus engagée, polaire ou en haute altitude, et puis Saiga, qui est des voyages plutôt nature, en lien avec la préservation de la biodiversité. Bienvenue à cette conférence qu'on fait avec Alain Vaudet. Alain est cinéaste indépendant. Il a réalisé de nombreux reportages photographiques et films depuis maintenant déjà 50 ans. À la rencontre de peuples, il s'est surtout spécialisé sur l'Asie, notamment l'Indonésie et l'Inde du Nord-Est, qui sont ses destinations privilégiées. Et il a diffusé beaucoup ses films dans le cadre de Connaissance du Monde, et puis maintenant, plus récemment, dans le cadre du réseau Altaïr Conférences. Bonjour Alain, comment vas-tu? Ravi de te retrouver. Tu as réalisé un film d'environ 1 heure et demie sur l'Arunachal Pradesh, en Inde du Nord-Est, et c'est donc pour cela que nous t'avons invité. Oui, absolument, absolument. J'ai réalisé ce film il n'y a pas tellement longtemps, puisque je suis en tout début d'exploitation de ce documentaire. Et c'est un film qui présente une région que j'ai commencé à approcher en 1972. Ça date pas de maintenant seulement, mais c'est seulement à partir de 2000-2002 que vraiment, là, j'ai pu m'y rendre. J'ai été fréquemment au pied de l'Arunachal Pradesh, c'est-à-dire en Assam, c'est-à-dire au Meghalaya, c'est-à-dire en Nagaland, mais sans pouvoir pénétrer dans cette région himalayenne, cet État himalayen qui était à cette époque-là totalement fermé aux étrangers. Oui, c'est surtout depuis 2002 qu'on peut y aller. Et donc, tu as fait de nombreux séjours entre 2002 et 2018 pour réaliser ce film. Absolument, absolument. Surtout que j'ai sur place, et puis que ce soit en Assam, soit au Meghalaya ou ailleurs, comme j'y vais, je m'y suis rendu très très souvent et je continue à y aller. J'ai énormément d'amis aussi qui me conseillent beaucoup sur le terrain. Alors, Arunachal, en fait, étymologiquement, c'est Arun Achal, le pays des montagnes de l'Aube. Donc, c'est le premier endroit où le soleil se lève en Inde, parce que c'est complètement au nord-est. Oui, tout à fait. Alors, on l'appelle aussi la porte de la sérénité, l'Arunachal Pradesh, tout simplement, je pense, parce que cette région a été très longtemps, elle était très longtemps restée un petit peu hors de tout ce qui était extérieur, tout ce qui était nouvelle du monde. Alors, et donc, en plus, tous ces États interdits, qui étaient à l'époque interdits du nord-est de l'Inde, comme l'Assam, le Meghalaya, le Tripura, Mizoram, Nagaland, etc., l'Arunachal, qu'on n'appelait pas Arunachal dans les années 70 d'ailleurs, eh bien, on les appelle encore maintenant les 7 sœurs, les 7 États du nord-est de l'Inde. Alors, avant de retrouver Alain pour toute une série de questions-réponses, comme d'habitude, nous allons diffuser une vidéo de l'entretien que j'ai réalisé avec Alain et qu'on a entrecoupé de nombreuses séquences vidéo extraites du film d'1 heure et demie qu'il a fait sur l'Arunachal. Alors, je vous rappelle que pour interagir au mieux, vous avez deux onglets. Vous avez un onglet dans le chat vous pouvez interagir de manière visible par tout le monde, par tous les participants. Et puis l'onglet questions pour vous poser les questions plus précises. Et je reprendrai toutes ces questions à la fin de la vidéo d'entretien pour y répondre. Donc, je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à poser vos questions. À tout à l'heure. Bonjour Jérôme, eh bien oui, je vais faire court effectivement. J'ai commencé réellement en 72, j'ai monté là ma première grosse expédition de 9 mois. Je suis parti par la route avec 3 autres équipiers pour un long séjour de plus de 7 mois en Assam et puis ensuite en Meghalaya. C'était donc la première grosse expédition qui m'a permis de découvrir cette région sur laquelle je m'étais déjà pas mal informé, notamment en me rendant très très souvent au musée de l'Homme, en étudiant des récits, notamment de Gabrielle Bertrand, qui est une ethnologue qui a travaillé là-bas, qui a fait de longs séjours. Et ensuite, eh bien, j'ai réalisé mes premiers films en vivant parmi certaines minorités ethniques, notamment les Mikirs, qu'on appelle maintenant les Karbis. Et ensuite, j'ai monté 2 autres expéditions, toujours en partant par la route depuis la France,
des expéditions de 8 mois, et toujours en Assam, au Meghalaya, et puis également au Nagaland. Et après, les gens se sont enchaînés en faisant d'autres voyages, toujours en travaillant sur les minorités ethniques, notamment en Indonésie, un pays que je connais quand même pas mal. Et j'ai réussi ensuite à aller en Arunachal Pradesh à partir de 2002. En 2002, mais l'Arunachal me faisait rêver depuis 1972, me faisait rêver. Je voyais depuis la plaine assamaise ou depuis le Meghalaya, je voyais les sommets enneigés de l'Himalaya au fond. Et donc, j'ai toujours voulu me rendre dans cette région, en plus de ça, pour aller à la rencontre des minorités ethniques, des nombreuses minorités ethniques qui y vivaient. Le nord-est de l'Inde a des frontières communes avec le Bhoutan, la région autonome du Tibet, le Myanmar, anciennement Birmanie, et le Bangladesh. Un grand fleuve que nous approcherons souvent prend sa source à 5000 mètres d'altitude, au Tibet, sous le nom de Tsangpo, puis Siang dans sa traversée de l'Arunachal Pradesh, et enfin Brahmapoutre en Assam. Il terminera sa course de 2900 km au Bangladesh en se jetant marié au Gange dans les eaux du golfe du Bengale. Absolument, oui, tout à fait. Oui, c'est exact. Mais l'Arunachal, c'est un État qui n'est pas très, très grand. Il fait à peu près 85 000 km². Et c'est un pays qui est extrêmement varié parce qu'il y a des hauts sommets certains ont pratiquement 7000 mètres. Mais quand on part dans cette région, on démarre de la plaine assamaise qui se trouve à peu près à 200-300 mètres d'altitude. L'Arunachal, donc, est coincé entre le Bhoutan et la Birmanie, qu'on appelle maintenant Myanmar, et a une frontière commune de près de 800 km avec le Tibet, occupé maintenant par la Chine. De 1954 à 1972, toute cette région de 84 000 km² s'appelait NEFA, North-East Frontier Agency, pour devenir ensuite un territoire de l'Union indienne et finalement, en 1987, prendre le rang d'État. Avec environ 13 habitants au kilomètre carré, la plus faible densité humaine de l'Inde, un peu plus de 30 groupes ethniques d'origine tibéto-birmane et tibéto-mongole peuplent ces montagnes. Offrant une diversité culturelle remarquable, ils diffèrent fortement des populations qui vivent dans le reste de l'Inde. Leurs nombreux villages sont disséminés souvent dans des lieux peu faciles d'accès. Très longtemps, et presque jusqu'au milieu du siècle dernier, l'ingérence administrative sur cette région a été très faible. Dans cette grande diversité ethnique et culturelle, chaque tribu se reconnaît à son habillement et à l'aspect des habitations. Toutes les communautés que nous allons rencontrer n'ont jamais, à quelques exceptions près, été véritablement isolées les unes des autres. Échanges de toute nature et conflits ont toujours existé entre elles. Mais c'est au moment de la partition que le gouvernement indien a décrété Restricted-Area, cet État enfermant ses frontières aux étrangers et même aux Indiens sous le prétexte de protection des minorités qui y vivaient. Et nous arrivons à l'une des portes de l'Arunachal Pradesh où personne, étranger comme indien, n'échappe à l'obligatoire contrôle des papiers et permis de séjour par les autorités. Combien de fois, il y a bien longtemps de cela, j'ai dû faire demi-tour devant de telles barrières sans pouvoir aller plus en avant dans ces terres qui étaient alors si mystérieuses. La frontière franchie, le rude piémont himalayen apparaît. Très vite, la forêt tropicale humide, majestueuse, s'impose, explose.
En Arunachal Pradesh, nous allons partir dans les districts de Tawang et de West Siang à la rencontre des populations de culture tibétaine que sont, entre autres, les Mompa et les Memba. Nous pénétrons dans des terres où se pratique essentiellement le bouddhisme tibétain. Il a été introduit dans toute cette vaste région au 7e siècle, sous le règne du roi Songtsen Gompo, par des missionnaires bouddhistes venus de l'Inde et remplaçant l'antique religion chamanique et animiste Bön. Nous sommes là tout près du Bhoutan. Les habitants de la région que nous côtoyons maintenant sont, par leurs coutumes et traditions, proches de leurs voisins bhoutanais et se sont généralement incluant de nombreux clans des Mompa ou des réfugiés tibétains qui peuplent cette zone montagneuse. Contrairement à une bonne partie de cet État où le piémont himalayen est couvert de jungles subtropicales humides et chaudes, dans les zones d'altitude, d'alpage et de forêts alpines, le climat est souvent rude et les saisons sont bien marquées. Ce Mompa, qui porte la coiffe traditionnelle à 5 points en feutre de yak, s'est mis spontanément devant la caméra pour m'interpréter une chanson de bienvenue. Pendant ce temps, ses compagnons nettoyaient dans une ambiance très détendue en prenant leur temps un chant d'orge. Un peu plus loin, sa femme barattait de la crème du lait de yak pour en faire du beurre. Plus loin encore, profitant d'un chaud soleil, cette femme passe de longues journées à nettoyer et vanner sa récolte d'amarante. C'est cette région particulièrement qui a été marquée par l'invasion surprise des troupes chinoises en automne 1962. Bien des personnes âgées se souviennent encore très bien du conflit qu'elles ont vécu pendant leur jeunesse et qui a été si meurtrier pour les troupes indiennes. Cette femme nous parle de cette triste époque qu'elle a bien connue. Certains mois, d'importantes fêtes sont organisées dans les centres religieux. Mais les moines sont également très souvent demandés, invités dans les familles lors d'un événement particulier, naissance, mariage, deuil, guérison d'un malade ou plus simplement pour mettre les membres d'une habitation sous la protection bienveillante des divinités locales. Chaque vallée a ses lieux de culte, ses monastères, ses sanctuaires, ses chorten, qu'ils soient discrets ou imposants, vénérables ou récents, souvent à la portée du regard de chaque habitant. Le monastère de Tawang, c'est le plus grand, un des plus grands monastères de cette région. À environ 3000 mètres d'altitude apparaît la petite ville de Tawang avec son imposant monastère de l'école Gelugpa et des bonnets jaunes. Fondé en 1681, plus d'une centaine de moines et moinillons y vivent. Le Dalai Lama actuel y a trouvé refuge pendant quelque temps en 1959 lors de sa fuite du Tibet pour échapper à l'invasion des troupes chinoises. Les nombreux monastères sont essentiellement masculins, mais il y en a certains qui sont occupés par des communautés de femmes. C'est le cas de Brandung Chung Anegompa, qui abrite une cinquantaine de religieuses. Oui, dans cette région, il y a les Mompa surtout, des populations de culture tibétaine. Oui, il y a également évidemment d'autres populations tribales, et car j'ai dit qu'il y avait près de 35 tribus importantes, en tout cas vivant dans tout l'Arunachal, et dans cette partie de culture tibétaine, il y a quelques minorités ethniques extrêmement intéressantes.
Toutes ces populations tribales revendiquent fortement leur identité culturelle qui fait leur fierté et à laquelle elles sont très attachées, comme ici, chez les Midji. Cette fête de Chindang a lieu chaque année en automne, avant le début de la période des récoltes. Des offrandes sont apportées et des sacrifices sont organisés par des prêtres pour demander la protection des divinités contre les calamités naturelles, les mauvais esprits et alors surtout pour assurer le bien-être des populations. Mais il y a également pas mal de minorités ethniques, également de culture animiste. Et ça me permet de parler aussi de cette religion qui est finalement relativement récente, pratiquée par finalement aussi pas mal de personnes, pas mal de minorités ethniques. Cette religion qu'on appelle Doni Polo, qui est la lune et le soleil. Même si une bonne partie de la population des États du nord-est de l'Inde est christianisée, c'est le culte d'Oneyi Polo, le soleil et la lune, qui est pratiqué dans une large part de l'Arunachal Pradesh. C'est à travers ces deux astres que la divinité sublime se manifeste. Face aux actions des missionnaires, les tenants des croyances traditionnelles réagissent en modernisant leurs pratiques religieuses. Des lieux de culte ressemblant à des églises accueillent les fidèles qui disposent maintenant de livres de prière, alors qu'auparavant, c'était l'oralité qui était de mise. Ce mouvement prend de l'ampleur. Il a pour objectif de contrer les démarches des missionnaires chrétiens et hindouistes très actifs, alors que l'islam est bien peu présent dans cet État. Ce renouveau des croyances traditionnelles valorise aussi ses pratiquants au sein de la société indienne. Il leur donne plus de poids auprès du gouvernement central pour la reconnaissance de leurs spécificités et tente également de créer davantage d'unité entre les différentes populations tribales. Le grand problème qu'il y a, c'est que ça reste encore maintenant, et ça concerne tout l'Arunachal aussi, le grand problème, c'est que c'est une région qui est encore, c'est une zone militaire en quelque sorte, et c'est une zone qui est, je dirais, pas tellement facile d'accès. Il faut des permis en général pour y avoir accès. Et il y a une surveillance aussi qui est relativement importante, une surveillante des étrangers, des touristes. Et ça, c'est dû en grande partie parce que cette zone est revendiquée encore maintenant en partie par la Chine, qui ne reconnaît pas véritablement la ligne frontière de l'Arunachal avec le Tibet. Cette ligne qu'on appelle la ligne McMahon, qui a été créée en 1911 par le service géographique de l'armée des Indes. Et les Chinois ne la reconnaissent pas totalement. Donc, cette zone de l'Arunachal Pradesh c'est une zone militaire qui est très surveillée. Il n'y a pas foule sur ces routes, mais par contre, il est très fréquent de rencontrer et de croiser, même dans les endroits les plus improbables, des convois militaires. Il faut toujours avoir à l'esprit que nous sommes dans une zone stratégique très militarisée. Pour se déplacer en Arunachal, c'est pas toujours très très simple. Les routes les pistes souvent ne sont pas très très nombreuses, bien qu'il y ait beaucoup de projets actuellement qui sont en plein développement. Le réseau routier prend un peu d'importance maintenant, mais il y a encore beaucoup à faire. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on se rend dans certaines zones de l'Arunachal Pradesh, il faut généralement redescendre beaucoup plus bas, pas loin de la plaine, à Samez, pour ensuite remonter plus loin dans une autre région, un autre secteur de l'Arunachal. S'enfoncer, se faufiler au cœur de ces terres n'est pas toujours aisé. Les voies de communication sont souvent étroites et en mauvais état. Venant des hauteurs, d'innombrables cours d'eau creusent des gorges profondes, des canyons impressionnants pour finalement finir par se jeter dans le lit du Brahmapoutre.
Ce sont autant d'obstacles à franchir pour les habitants de ces lieux. Passer d'un versant d'une vallée à un autre est parfois long et compliqué. Tout le long de l'année, avec les pluies souvent abondantes, de larges pans des montagnes peuvent être emportés par des glissements parfois spectaculaires, coupant les voies d'accès pour quelques heures ou quelques jours. Les chantiers sont quasi permanents pour les remises en état par les populations locales. Là, il y a les Michis, et puis les Apatani aussi. Les Apatani, c'est un groupe qui est vraiment extrêmement intéressant et qui vit en plein cœur, finalement, du centre de l'Arunachal Pradesh. Mais il y a encore d'autres petits groupes qui vivent dans cette zone. Essentiellement rural, c'est le domaine de populations dispersées, de tribus principales et de petits groupes ethniques longtemps protégés par un environnement compliqué, difficile à pénétrer. Déjà cités dans des textes anciens et de très vieilles chroniques, ces ethnies étaient redoutées par les Anglais qui arrivèrent progressivement au XVIIe siècle dans la plaine du Brahmaputra pour l'occuper en 1838, après les guerres contre les Birmans. En 1882, ce fut au tour de l'Arunachal de passer sous administration britannique. Mais pénétrer dans ces montagnes ne fut pas simple. Les fières et redoutables tribus défendaient âprement leur indépendance, leur territoire et leurs intérêts. De la fin de l'automne au printemps, les journées peuvent être fraîches et les brouillards matinaux contribuent à rendre cette région encore plus mystérieuse. Les 30 000 Apatani qui y vivent forment un groupe très particulier et on ne sait pas grand-chose sur son origine. Les femmes d'un certain âge portent encore souvent dans leurs narines, en plus de tatouages rituels sur leur visage, des anneaux de rotin. Mis en place par leur mère quand elles étaient jeunes. C'était jadis, en s'enlaidissant, une manière de se protéger de possibles rapts perpétrés, notamment par la voisine et redoutable tribu Niishi à la longue tradition guerrière. Certains hommes, quant à eux, outre les tatouages, portent encore le chignon traditionnel transpercé d'une tige de bambou. Excellents agriculteurs, ils ont longtemps suscité la convoitise des tribus voisines qui n'hésitaient pas à venir piller leurs terres et villages. Les villages, comme Dziro, Ong, Ari et bien d'autres, sont très bien organisés et structurés en fonction des familles et des clans. Les Apatani se démarquent nettement des autres populations tribales sur de nombreux points. Chez les Apatani, les femmes sont mieux considérées aussi que dans au sein d'autres minorités vivant dans cette région. Dans chaque village sont fichés des mâts bien particuliers. Portant le nom de Babou, ils symbolisent les esprits protecteurs des familles. Ils sont dressés là où a lieu l'important et très curieux festival Miyoko. Un événement traditionnel qui déjà fascinait les Britanniques à l'époque de la colonisation de cette région. Tout commence par le bidding, la chasse d'un singe. Abattu dans la forêt, il sera promené de village en village jusqu'à celui chargé d'organiser, quelques mois plus tard, le fameux festival. Jadis, le Miyoko était une sorte de trêve, une période de paix entre familles, clans, villages et même tribus ennemies. Cette fête importante trouve son apogée avec son jeu de cordes, le Bora. Une foule de villageois, dont des chamans souvent reconnaissables à leur veste rouge, assistent à ces démonstrations. L'ensemble de la vallée de Dziro a maintenant été inclus en tant que paysage culturel apatani dans la liste indicative du site du patrimoine mondial de l'UNESCO afin de préserver cette culture si singulière.
C'est vrai que cette région est spectaculaire. C'est là où justement la région où pénètre en Arunachal le Brahmapoutre. Presque tous les cours d'eau sont regardés avec beaucoup d'intérêt par les autorités de New Delhi et les autorités locales parce qu'on cherche un peu. Il y a des projets de construction de barrages pour la production d'électricité. Et c'est les populations qui vivent là-bas aussi, le long de ce fleuve, eh bien évidemment, on profite énormément, on pratique la pêche également, et pratique aussi une agriculture qui est surtout de subsistance, bien sûr. Ici, ce sont des membres de la communauté Adi qui s'activent dans les rizières. Dans la journée, et comme partout ailleurs, ce lieu est peu animé et ne reprendra vie qu'en fin d'après-midi. En dehors des personnes âgées, toujours actives, et de quelques mères gardant les jeunes, tout en se livrant au tissage de magnifiques châles traditionnels et à d'autres travaux domestiques, une bonne partie de ces habitants est occupée dans les rizières, à la pêche ou la chasse. Ce sont des populations aussi qui sont de culture, non pas tibétaine, là, cette fois-ci, mais ce sont des populations d'origine tibéto-mongole et tibéto-birmane plutôt, comme une bonne partie des populations qui vivent dans ce secteur-là. Et ce sont des populations qui sont essentiellement animistes. Et bien qu'il y ait des communautés chrétiennes, catholiques notamment, protestantes aussi, mais ce sont des populations qui pratiquent encore d'une manière relativement importante la religion d'Oniyipolo. Les chamans, il y en a beaucoup. J'en ai rencontré beaucoup également, et là, dans de nombreuses régions, que ce soit chez les Apatani, que ce soit du côté de Tezu, le chamanisme encore a beaucoup d'importance. D'ailleurs, il y a des liens très forts avec cette religion d'Oniyipolo et le chamanisme. Et les chamans ont encore une très très grande importance. Les personnes, très souvent, vont les consulter quand il y a des problèmes de santé, quand il y a des problèmes au niveau des familles. C'est très courant de voir des chamans pratiquer des rites dans les familles ou à l'extérieur des villages. Il y a un peu partout, on trouve de petits hôtels où les chamans viennent pratiquer certains rites. Et j'en ai rencontré souvent, j'ai eu de longues discussions avec, car les chamans, on peut être chaman pratiquement, on peut l'être de père en fils, mais il faut suivre une formation qui peut prendre des années. Et les femmes également, certaines sont également chamanes, j'en ai rencontré plusieurs, mais elles ne peuvent pas pratiquer non plus absolument tous les rites qui sont habituellement pratiqués par les hommes. Les chamans, appelés Nibu, jouissent encore d'un grand prestige et popularité. Ils vénèrent le soleil, la lune, la foudre, la pluie et autres forces de la nature. Celui-ci tient un œuf dans sa main et demande à son Dieu si un projet envisagé se réalisera, s'il sera favorable ou non. Plus tard, la réponse sera lue dans le jaune d'œuf coupé en deux. Mais ce rituel n'est pas toujours suffisamment clair et une procédure plus fiable peut être engagée avec le foie d'un animal sacrifié, un poulet, un poussin par exemple. Tout au long de l'année, ces prêtres se livrent à de nombreux rituels pour intercéder auprès des âmes des morts, des esprits omniprésents et s'attirer leur faveur et protection. Futurs sacrifiés, un zébu et un mitoun sont attachés au pied d'une plateforme, le lapang, un espace sacré interdit aux femmes. Un hibou et son moura, son assistant, depuis des heures, se livrent à des incantations et communiquent aux âmes des animaux qu'ils dominent des messages qu'elles transmettront aux dieux et esprits qu'elles rejoindront bientôt. Cette cérémonie, d'abord publique, est organisée pour une grande famille qui veut entretenir son prestige social, mais aussi
attirer le bonheur et la santé sur tous ses membres. En tenue traditionnelle, ils arrivent car le moment du sacrifice approche. Pour leur demander pardon et surtout en signe de respect envers ces futurs sacrifiés, ils sont bénis avec de la poudre de riz et de la pong. Cette bière locale sera également offerte aux personnes présentes. Ces rituels assurés, les animaux seront amenés sur leur lieu de sacrifice et la cérémonie devient privée avec de nouvelles bénédictions. La lecture divinatoire de son cœur et les viscères apportera des réponses aux interrogations du prêtre et aux souhaits de la famille. Mais les chamans également organisent des prières pour remercier les esprits ou les dieux quand certaines personnes retrouvent la santé. Et alors, il y a aussi une chose intéressante, c'est qu'il y a comment dirais-je, entre les chamans et certains médecins, des médecins qui pratiquent la médecine occidentale, je dirais, eh bien, il y a des échanges aussi qui se font. Il y a des chamans qui parfois recommandent aux personnes qui viennent les trouver parce qu'elles sont malades, par exemple, qu'il y a des problèmes de santé, eh bien, les chamans recommandent d'aller consulter un médecin qui pourrait bien mieux soigner le problème. Et l'inverse se fait également. Parfois, les médecins conseillent à leurs patients d'aller trouver un chaman pour qu'il pratique certains rites qui pourraient sans doute apporter des changements à leur situation ou à leurs problèmes de santé. Du côté notamment de Taizhou. De Taizhou, là, on n'est pas très très loin finalement de la frontière birmane. Et là aussi, c'est une région un secteur de l'Arunachal qui n'est pas tellement facile d'accès. Même moi, j'ai eu des difficultés pour pénétrer là-bas et je n'ai pas pu aller très très loin près de la frontière qui est birmane et chinoise aussi. Je n'ai pas pu y aller très, très près parce qu'à cette époque-là, il y avait des problèmes et malgré mes autorisations, les autorités nous empêchaient de passer là-bas. Hélas, nous ne ferons qu'entrevoir ces populations, car la route nous sera fermée au-delà de Ayuliang, bourgade très proche de la frontière chinoise. Plus à l'est, dans la région de la petite ville de Miao. Plusieurs tribus y vivent, les Lisu, Wangko, Noct, Tangsa, Simpho. C'est ce qui m'était arrivé. J'avais l'autorisation pour aller assister à cette fête, la filmer. Et puis, la dernière minute, on n'a pas pu. L'autorisation nous a été refusée finalement de nous rendre dans la région où avait lieu cette fête. Donc, on a été bloqué pendant plusieurs jours, presque une semaine, à Miao. Et puis là, il y a notamment une communauté Naga qui nous avait invités justement à cette fête. Et on a vraiment passé une journée tout à fait superbe en contact avec ces Nagas qui étaient évidemment extrêmement intéressants, extrêmement chaleureux. À Miao, nous sommes reçus par des amis Lisu. Mais des problèmes locaux n'ont pas permis d'aller dans un secteur plus éloigné afin d'assister à un événement festif de la tribu Noct. Par chance, une petite communauté de cette population installée dans les environs de Miao avait elle aussi organisé un rassemblement et m'y avait convié. Fiers, attachés à ses racines, les Noct sont apparentés au groupe Naga qui vit dans l'État indien du Nagaland tout proche et longtemps fermé aux étrangers, mais également en partie dans le nord du Myanmar. On est tout près du petit État du nord-est de l'Inde aussi, du Nagaland. Et là, on est en contact bien davantage avec ces groupes ethniques extrêmement intéressants des Nagas.
C'est une population que je connais un peu également, car en 1974, j'ai pu me rendre, j'ai eu la chance de pouvoir me rendre au Nagaland et de vivre dans certains villages, notamment de la tribu Zemi Naga. Et les Nagas, il y a de gros problèmes avec le Nagaland parce qu'il y a certains groupes qui demandent soit une indépendance totale de leur État ou des rapports différents aussi avec le gouvernement central de New Delhi. C'est une zone où il y a comment dirais-je, des contrôles extrêmement importants de la part de la police et de l'armée aussi. Tous ces groupes dont on parle ont, comment dirais-je, une ouverture sur le monde maintenant qui est quand même, qui prend de l'importance. C'était pas du tout comme quand j'ai débuté dans cette région où les nouvelles ne passaient pas, les informations ne passaient pas. Là, maintenant, les communications sont quand même de mieux en mieux développées. Et ce qui est étonnant au niveau de toutes ces populations, et je peux dire quelles qu'elles soient, même celles qui vivent dans des lieux relativement retirés, eh bien, les téléphones fonctionnent, les téléphones portables, tout le monde en a, ça échange en permanence. Donc, il y a des échanges qui se font avec le monde extérieur de plus en plus fréquents et les jeunes particulièrement sont touchés par ça. Et alors, je dirais également que le système éducatif là-bas est assez performant. J'ai été très surpris de voir dans des lieux très, très reculés, éloignés de tout, eh bien, des petites écoles extrêmement simples, mais avec des enseignants fabuleux, des instituteurs, des institutrices qui vivaient dans des conditions de confort très rudimentaires, mais vraiment en ayant à cœur d'apporter une éducation et une ouverture sur le monde à ces populations, à ces jeunes. Donc, les choses changent de plus en plus sûrement et je dirais presque rapidement. Ce voyage s'achève. Vous avez pu découvrir quelques-unes des multiples facettes de ce petit État indien resté si longtemps méconnu et toujours surveillé de près par son grand voisin chinois. À chacun de mes séjours, j'ai vécu des moments très forts et fait de belles rencontres. Avec l'influence du monde moderne qui s'installe chaque jour davantage dans tous les domaines, de profonds bouleversements touchent le mode de vie séculaire de ces populations, mais aussi l'environnement, la nature, leur cadre de vie. De grands défis attendent les nouvelles générations. Elles en ont conscience, mais elles ne souhaitent pas pour autant renoncer à certaines valeurs fondamentales qui sont en fait leur héritage et une richesse pour l'avenir. La politique de l'éducation est la principale clé afin de réussir la mutation de leur monde. C'est à ces jeunes de la saisir pour construire et vivre un avenir meilleur et différent. Oui, tout à fait. Mais oui, parce que, évidemment, depuis le temps que je vais là-bas, depuis déjà 72, quand j'ai commencé à approcher la rue Natchal, sans pouvoir y pénétrer tout de suite, bien sûr, eh bien, j'ai vite découvert que sur cette région, il y avait très, très peu d'informations, notamment en France. Et à force d'y aller, je me suis dit, mais pourquoi ne pas écrire un ouvrage, décrire ce pays dans un ouvrage, pourquoi pas, après tout. Et donc, j'ai mis à profit un petit peu les 2 années perdues avec la pandémie. J'ai mis à profit ces 2 années pour commencer à travailler sur cet ouvrage. Alors, c'est un ouvrage qui va parler aussi bien, je pense, de ma carrière, de tous mes tournages, de tous mes séjours parmi toutes les minorités ethniques dans ces États du nord-est de l'Inde ou même en Indonésie.
et puis faire découvrir également cet Arunachal qui est vraiment un pays tout à fait étonnant, d'une immense variété, ne serait-ce qu'au niveau des paysages, mais aussi des populations, bien sûr. Merci Alain pour ce beau film. On a vu de très belles images. Donc on a pu enrichir notre entretien avec de nombreuses images de ce film que tu nous as gentiment donné. Et donc on peut aussi se procurer ton DVD en te contactant directement par mail. Absolument, oui, absolument. C'est le plus simple, hein, c'est de m'écrire. Alors je voudrais repréciser simplement que ce film passe aussi maintenant sous le label Altaïr, dans les différentes salles de conférences un peu partout en France. Et car ça fait maintenant 2 ans que j'ai rejoint l'équipe Altaïr. Alors avant, j'étais à Connaissance du Monde. Et puis là, eh bien, on est toute une équipe à refaire connaître Altaïr à travers des documents qui sont d'une très, très grande importance, très grande valeur, très grande qualité. Ok. Alors maintenant, on va revenir un petit peu sur toutes les questions qui ont été posées. Il y a d'ailleurs tout un groupe de questions autour de la meilleure saison. Le climat, les questions climatiques, quelle est la meilleure saison pour se rendre en Arunachal? Je dirais il vaut mieux éviter de s'y rendre à l'époque de la mousson, c'est-à-dire ce qui correspond à notre été ici. D'ailleurs, actuellement, la mousson est terrible. En Assam, notamment, les crues sont absolument terrifiantes, sont catastrophiques. Une bonne partie de la plaine assamaise est sous eau, des villages sont emportés, donc il vaut mieux éviter d'y aller quand même en plein été là-bas. Et puis, je dirais qu'à partir de l'automne, ça vaut le coup. À partir de l'automne, l'hiver, bon, il fait un peu plus froid quand on est en altitude, mais ça reste intéressant. Et puis le printemps aussi, avec toutes il y a la fonte des neiges déjà, il y a encore beaucoup de paysages enneigés. Et puis il y a aussi, quand on est plus bas, dans toute cette partie du Piémont himalayen, avec cette végétation, cette nature subtropicale, là il y a des fleurs, il y a une floraison absolument extraordinaire aussi. Donc, je dirais qu'à partir de l'automne jusqu'à la fin du printemps, ça vaut le coup. Parce que c'est des régions qui sont parmi les plus arrosées du monde. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a des crues qui sont en effet assez spectaculaires. Je dirais même exceptionnelles. De octobre à avril, quoi, en fait. À peu près. Mais ça change en octobre. Mi-septembre. Mi-septembre déjà. Oui. On peut y aller. Moi, j'ai été plusieurs fois à cette époque-là, en septembre. On pouvait très bien circuler relativement facilement. Mais en plein été, il vaut mieux éviter. Oui, là, c'est sûr. On a vu d'ailleurs un peu sur tes images. Et finalement, bon, juste après la mousson, c'est aussi la période où ils sont en train de reconstruire un peu les routes, parce que justement, après avoir subi toutes ces pluies, il faut remettre les routes d'aplomb. Donc, cette période d'octobre-novembre, c'est une période où les routes ne sont pas encore toujours en bon état. C'est ça. C'est vrai qu'il y a, à l'époque des pluies, il y a des glissements de terrain. Les sols, souvent, ne sont pas stables. Et il y a des glissements de terrain. Il y a des pans entiers, parfois, de flancs de montagne qui sont emportés. Alors, c'est vrai que les routes sont en entretien, je dirais, les pistes, les routes sont en entretien quasi permanent. Chaque année, évidemment, il y a des problèmes. On peut être bloqué sur ces routes, sur ces pistes, on peut être bloqué quelques heures ou plus. On a vu sur ces images. Alors, il y a quand même aussi la notion de fête, parce que c'est au moment où il y a des fêtes que c'est aussi intéressant d'aller en Arunachal Pradesh. Question climat, donc pour les routes, le mois de février, mars, avril sont peut-être mieux parce que les routes ont pu être bien aplanies, meilleures, c'est plus facile de circuler. Mais question fête, il y a de très belles fêtes à voir aussi en novembre, même en octobre. Tout à fait, mais je dirais que presque en toute saison. Hein. Mais c'est vrai que particulièrement en automne, un peu partout, les fêtes sont très nombreuses parce que c'est aussi le moment des récoltes. Hein. C'est le moment des récoltes, donc on fête un petit peu tout ça. Et puis au printemps, il y a des fêtes aussi parce que c'est le moment où on plante.
Et il y a de la floraison aussi, avec tous les arbres fruitiers qui sont en fleurs. Et puis on plante beaucoup, hein, on met des légumes en place, etc., etc. Donc je dirais que presque en toute saison, en été, en plein été, je n'en sais rien parce que j'ai jamais été en Arunachal là, en plein été, justement, à cause de la mousson, notamment en pleine Assamèse. Mais à partir de l'automne et puis tout le restant de l'année, l'automne-printemps, voilà, ça, ce sont les deux périodes où il y a énormément de fêtes un peu partout. En hiver, c'est surtout sur les hauteurs, c'est plus calme, parce que là, il y a des endroits où il y a eu beaucoup de neige. Hein. Moi, quand je me rendais à Tawang, il m'est arrivé une fois, en passant le col de Sela, qui est quand même à presque 4200 mètres d'altitude, eh bien, la première fois que je me suis rendu, je suis passé entre des murs de neige, et c'était quand même à la fin de l'automne, ce n'était pas encore vraiment l'hiver, loin de là. Donc, à partir de là, il y a quand même pas mal d'endroits où, eh bien, je crois qu'on fait, on fait un peu moins la fête quand même en plein hiver. Alors, en plein hiver, il y a quand même ce festival de Torga à Tawang qui a lieu en janvier, qui change un petit peu de chaque année en fonction du calendrier lunaire, Oui. Qui est sur 3 jours, qui est quand même un événement important qui se rapproche un petit peu de ce qu'on peut voir au Bhoutan au niveau des fêtes monastiques. Absolument. D'ailleurs, le monastère de Tawang, c'est le plus grand de l'Arunachal. Il est magnifique, hein, ce monastère. Et c'est vrai qu'il y a des fêtes. J'ai assisté à la toute première fête en 2002 là-bas. C'était alors sous une pluie battante, mais c'était absolument spectaculaire aussi. Hein. C'est vrai. Mais il y a d'autres lieux aussi, ou des petits villages où il y a, notamment chez les populations de religion bouddhiste, eh bien, il y a quand même beaucoup de petites fêtes à droite et à gauche. Alors, Tawang, bon, c'est pas loin du Bhoutan, et il y a aussi une question qui portait sur quelle comparaison avec le Bhoutan. Pardon ? Tawang, c'est pas loin du Bhoutan, on a dit que c'était des populations c'est tout près, hein. De leurs voisins bhoutanais, mais bon, quelle comparaison on peut faire avec le Bhoutan? De toute manière, ce sont des bouddhistes. Donc, la culture, la religion est évidemment tout à fait identique. Et puis, il y a des liens extrêmement étroits entre cette région de l'Arunachal qui est proche du Bangladesh. Il y a des liens extrêmement étroits entre les populations. Comment ? Du Bhoutan, tu veux dire ? Pardon ? Proche du Bhoutan ? Oui, tout à fait, excusez-moi. Et d'ailleurs, ethniquement, c'est assez proche. Tout à fait, hein, ce sont les mêmes populations. Hein. Il y a, les frontières sont là, mais les habitants de ces régions-là ont des échanges entre familles qui existent depuis très très longtemps. Hein. Ce qu'il y a au Bhoutan, on n'y va pas aussi facilement, hein, c'est clair. Pour nous, en tout cas, étrangers. Alors, il y avait aussi une question sur les ponts vivants du Meghalaya, parce qu'en fait, la question c'était est-ce qu'il y a des ponts vivants comme au Meghalaya, mais en fait, c'est vraiment au Meghalaya qu'on les trouve. Oui, absolument. J'en ai vu 3. J'en ai vu 3, mais uniquement au Meghalaya. Le premier, je l'ai découvert en 2002 d'ailleurs, hein, dans un endroit où c'était pas simple pour s'y rendre. Mais c'est tout à fait spectaculaire, hein, parce que ce sont des ponts vivants, justement, qui existent depuis, pour certains, quelques siècles. Et c'est un enchevêtrement de branches, de lianes, qui est bien entretenu d'ailleurs, et ça permet de passer au-dessus de certains cours d'eau, de certaines rivières, en toute sécurité. C'est vraiment spectaculaire. Le Meghalaya, d'ailleurs, on peut y aller en extension après un voyage en Arunachal Pradesh assez facilement sur Assam et Meghalaya ensemble, parce que finalement, il y avait une question sur la porte d'entrée principale, mais pour visiter cette région, c'est finalement Guwahati, la capitale de l'Assam. Oui, on démarre de là et ensuite on monte sur Shillong, qui est la capitale du Meghalaya. Le Meghalaya, c'est vraiment un petit état de montagne, mais qui est magnifique aussi, où dans cet état vivent les Khasi, une grande population tribale, mais il y a les Jantia et les Garo également. Et cette région de montagne il y a des endroits assez spectaculaires, notamment du côté de Cherrapunji, avec d'énormes falaises qui plongent pratiquement sur la région de Sylhet, c'est-à-dire le Bangladesh. Hein. On le voit d'ailleurs très très bien, ce Bangladesh
depuis les montagnes de Cherrapunji. Et actuellement, avec les pluies qui arrivent, qui sont là plutôt, eh bien, ce sont des murs d'eau qui descendent de ces formidables falaises de Cherrapunji. Et au Meghalaya, il y a beaucoup de choses à voir aussi, et puis notamment chez les Khasi, il y en a encore qui pratiquent qui récupèrent le charbon. Il y a des petites mines tout à fait artisanales, creusées avec des galeries creusées à la main. On cherche le charbon qui ensuite sert pour se chauffer en hiver, parce que les hivers, là-bas, on est quand même, Shillong est à un peu plus de 1000 mètres d'altitude, ben, il fait frais hein, quand même. Oui, puis Cherrapunji, d'ailleurs, ça fait partie des régions les plus arrosées au monde. Je crois que c'est 12 à 13 mètres d'eau par an, donc on est vraiment dans des zones... Tout à fait. Ça a été longtemps considéré comme étant le lieu le plus arrosé du monde. Ouais. Et d'ailleurs, il y a longtemps de ça, il y a on dit qu'il y avait une garnison anglaise qui occupait cette région, et puis énormément d'hommes, de militaires de cette garnison se seraient suicidés, justement parce que désespérés par cette pluie qui n'arrêtait pas de tomber, cette région qui était dans l'eau quasi d'une manière permanente pendant plusieurs semaines. Et on comprend pourquoi le Bangladesh est si arrosé, si inondé régulièrement. Tout à fait, surtout que le Bangladesh récupère toute l'eau qui vient de la plaine Assamese, qui vient de l'Himalaya, avec le Brahmapoutre. Le Brahmapoutre, c'est quand même un fleuve absolument immense, qui prend sa source loin en Himalaya, et donc il porte d'ailleurs un autre nom, Tsangpo, hein, c'est un fleuve qui fait presque 2900 km de long, et une fois qu'il a traversé l'Himalaya, là aussi, il porte encore un autre nom, on l'appelle Sian. Et à partir du moment où il arrive en Assam, là seulement il prendra le nom de Brahmapoutre. C'est un fleuve absolument énorme, magnifique. Et à l'époque des pluies, à l'époque de la mousson, les inondations, son cours d'eau, il change en permanence. Alors, il y a des questions aussi par rapport au palu, mais en fait, le palu, c'est essentiellement si on y va l'été, parce qu'en dehors de ça, comme tu disais, de l'automne au printemps, il n'y a pas besoin de traitement antipaludéen. Non, je l'ai jamais. Enfin, je l'ai pris au début, les premières années, quand je me suis rendu en Assam. C'était quand même des séjours de 8-9 mois pour certains sur le terrain. J'ai pris et je suivais un traitement, mais j'ai pas été, et mes coéquipiers, pareil, on n'a pas été du tout, je dirais, embêtés par le palu. Le palu, moi, personnellement, je l'ai ramené lors d'un de mes séjours en Indonésie. Oui, là, ça sévit davantage quand même. Oui. Et puis si on allait au moment de la mousson, bon, peut-être que là on pourrait. Oui. Mais au moment de la mousson, il faut vraiment éviter cette région. Ah, je crois, oui, c'est dommage parce que ça, on a toutes les chances d'être fortement bloqué. Alors, bon, il y a une question est-ce que Tamera organise des voyages avec Alain? Donc, tu as déjà accompagné un voyage. J'ai accompagné. On accompagne d'autres, mais on a aussi d'autres personnes qui accompagnent. On a aussi Vanessa qui est ethnobotaniste. Et puis, on a aussi un Bhoutanais qui est le frère de notre partenaire, l'un de nos principaux partenaires en Inde, qui accompagne, Sanu, qui accompagne des voyages. Et on a beaucoup de voyages que l'on fait aussi accompagnés uniquement par nos équipes locales, avec de très bons guides, Katou notamment, que tu connais bien, et d'autres qui sont anglophones, qui peuvent même être chauffeurs-guides, parce que Katou, par exemple, il conduit, donc il peut faire chauffeur-guide. Donc, on peut organiser des voyages à partir de 2 personnes. Et en fait, l'Arunachal est quand même assez vaste. On a vu qu'il y a des problèmes de circulation. Donc, on essaie de concentrer aussi un petit peu. On a un voyage de grande traversée sur 26 jours, mais on a un voyage qui est que sur la partie centrale, avec le Nord Nagaland ensuite en continuation. Et un autre voyage qu'on a mis sur pied plus récemment, qui est que sur la partie ouest, pour ceux qui sont plus axés sur les cultures bouddhistes, justement proches de la culture bhoutanaise et tibétaine. Et donc, c'est vraiment la partie ouest qui est très différente des autres parties de l'Arunachal. Oui, ces 3 formules-là sont extrêmement intéressantes parce que l'Arunachal, ce n'est pas un très, très grand État, mais il est d'une telle variété, une telle richesse à tout point de vue d'ailleurs, qu'on ne peut pas tout découvrir, ce n'est pas possible en quelques semaines. Donc c'est très bien de proposer justement ces 3 manières, ces 3 possibilités plutôt de pénétrer, de découvrir un petit peu la culture, les cultures de l'Arunachal. Alors on a aussi des voyages de trekking, mais ça on l'a vraiment centré sur l'Arunachal central. Un petit peu du côté de Ziro, un peu du côté de Daporijo chez les Tagin, et puis ensuite chez les Adis. Chez les Adis, entre Along et Komsing,
en passant par Molom un peu plus au nord, en descendant vers Passigat. Là, on a un programme de trekking, parce que le trekking est très vite difficile en fait dans cette région. Tu peux pas, c'est pas accessible à tout le monde. Ben, c'est pas, oui, moi j'en ai fait là-bas, j'en ai fait et j'espère encore en faire le plus rapidement possible. Mais c'est vrai, et en plus de ça, au niveau des structures d'accueil, il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas au niveau des lieux d'hébergement, c'est surtout chez l'habitant. Quand on fait ces fameux trekking, c'est chez l'habitant qu'on va s'arrêter. Et chez les habitants, on sera très très bien reçu. Mais le confort, très souvent, il est relativement simple. Ça, il faut quand même il faut le savoir. Mais en même temps, faire ce genre de trekking, aller chez l'habitant, ça permet de faire des rencontres absolument formidables. Oui, là, on est plus en immersion dans la vie du village, des villages. Totalement. Parce que dans les villages, surtout le soir, finalement, en fin de journée et le soir, qu'on a le plus de contact avec les populations. Ah oui, moi j'ai passé des moments absolument extraordinaires. D'ailleurs, à chaque séjour, j'ai vraiment vécu des moments très, très forts et qui m'ont marqué et qui restent encore dans ma tête. C'est extrêmement chaleureux. Non, vraiment, il faut pas éviter ce genre de dépaysement et ce genre de découverte. Donc, on aura l'occasion d'organiser des voyages avec Alain aussi, mais qu'à partir de l'année prochaine, parce que cette année, c'est plus compliqué. Très, très compliqué, oui, c'est vrai, on ne va pas le cacher, je ne peux pas marcher. Hélas. Donc, je ronge mon frein. Sinon, bon, il y a une question, donc c'est un commentaire, beaucoup de ressemblances avec toutes les populations bouddhistes, comme en Chine et même comme en Indonésie. Mais en fait, j'avais entendu dire, alors c'est plus des Nagas, qu'il y a beaucoup de points communs entre les Nagas et certains peuples qu'on voit, par exemple, du côté de Bornéo. Ils ont suivi des migrations, et peut-être que des migrations qui sont descendues plus au sud pour remonter un petit peu. D'autres ont suivi d'autres migrations venant directement du Tibet. Enfin, il y a un brassage. Oui, il y a un brassage. C'est ce qui m'a beaucoup aussi étonné et passionné en Indonésie, c'est que j'ai retrouvé à la rencontre, à l'approche de certaines populations avec lesquelles j'ai vécu beaucoup de temps aussi, eh bien j'ai rencontré des cultures, je dirais, presque similaires. Et en creusant un petit peu avec des spécialistes, eh bien, on découvre que certaines de ces populations, je parle des populations vivant dans le nord de Sumatra, par exemple, ou à Bornéo, comme tu le dis, là, eh bien, il y a des origines qui seraient peut-être communes avec ces populations qui vivent dans le nord-est de l'Inde, donc en Arunachal, au Nagaland, peut-être au Manipur. On n'a pas encore vraiment beaucoup de précision là-dessus, mais il y a quand même beaucoup d'indices qui font qu'on peut se poser des questions. Le Manipur, ça c'est un État qui reste encore assez fermé. Bon, on peut y aller, mais les endroits qui sont vraiment intéressants ne sont pas possibles d'accès. Il y a des combats entre groupes rebelles qui luttent contre le gouvernement, qui luttent aussi pour des proéminences, pour contrôler certaines zones par rapport à d'autres minorités. Donc c'est compliqué. Tout à fait, mais d'ailleurs, c'est valable aussi ce que tu dis, notamment pour le Nagaland. Et puis alors, ce qu'il faut dire aussi pour l'Arunachal, si c'est une zone qui n'est pas facile d'accès, qui a été longtemps aussi très fermée, c'était en grande partie pour des questions de politique, de problèmes de frontières avec la Chine, qui ne reconnaît toujours pas totalement cette fameuse ligne frontière qu'il y a entre l'Arunachal et la Birmanie, qui sépare l'Arunachal de la Birmanie du Tibet. Et donc, cette frontière qu'on appelle la ligne McMahon, qui a été établie en 1914 par le service géographique de l'armée des Indes, cette ligne frontière n'est pas reconnue encore en grande partie par la Chine. Et la Chine revendique une partie de l'Arunachal Pradesh. D'ailleurs, en 1962, la Chine a envahi une partie de l'Arunachal Pradesh pendant plus d'un mois. Et ça, il y a eu des combats absolument terribles entre les troupes indiennes, peu
peu préparés à ce moment-là, à cette invasion, et puis les Chinois qui ensuite, au bout d'un peu plus d'un mois, se sont retirés à nouveau au-delà de cette ligne McMahon là où ils se trouvent, où les troupes chinoises se trouvent actuellement. Mais il y a toujours des accrochages le long de cette frontière, toujours des problèmes, et pas plus tard qu'il y a 2 ans, eh bien, les Chinois encore ont fait une incursion assez sévère, qui a duré quelques heures, mais et qui a fait quand même des dégâts des 2 côtés parmi les gardes-frontières. Donc, c'est aussi en partie pour cette raison que cette région est, je dirais, sous haute surveillance militaire et policière. Oui, c'est très militarisé. Oui. Oui. Mais est-ce que ce ne serait pas en représailles par rapport au fait que le Dalai Lama a fui le Tibet dans cette région, que c'était en 59 et en 62 qu'ils ont envahi, on considère que c'est des représailles de la part des Chinois? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça doit. Non, je ne pense pas. Enfin, c'est peut-être une des raisons, mais je crois que c'est surtout le fait que cette ligne frontière n'a jamais été véritablement acceptée par les Chinois. Puis c'est vrai que comme il y a des populations bouddhistes tibétaines, il considérait peut-être que tout ce qui est bouddhiste tibétain doit être sous le contrôle. Mais pour les Chinois, une bonne partie de l'Arunachal Pradesh doit faire partie, et fait partie, et pour eux c'est historique, doit faire partie du Tibet, le Tibet qu'ils occupent. Oui, c'est ça. Non, c'est un gros problème. Alors, également, si on n'a pas pu s'y rendre pendant un bon moment dans cette région où c'était difficile, c'est aussi parce que les autorités indiennes ne tenaient pas non plus à ce qu'on entre trop facilement avec toutes ces minorités ethniques qui vivent encore là-bas. Et à cette époque-là, donc il y a quelques dizaines d'années, avaient peu de véritables contacts avec le monde extérieur. Oui, d'ailleurs, il y a toujours besoin d'un inner line permit, d'un permis spécial qu'il faut obtenir à l'avance. Oui. Et il faut être au minimum de 2 personnes pour pouvoir... C'est ça, oui, bien sûr. Mais enfin, les choses se sont quand même tout doucement assouplies, malgré... Oui. De ce côté-là, ça pose moins de problèmes qu'il y a encore une bonne dizaine d'années. Écoute Alain, on a fait un petit peu le tour des questions. Donc je vous redis, donc si vous voulez vous procurer le DVD d'Alain, donc qui s'appelle Himalaya entre Bhoutan et Myanmar, donc qui est sur l'Arunachal Pradesh, vous pouvez donc envoyer un mail directement à Alain. Et puis nous allons nous retrouver, on fait une pause pendant cette période de juillet-août, nous nous retrouverons le 24 août pour une webconférence sur le Sahara avec Eric et Thibault. Voilà. À bientôt. À bientôt. À bientôt, Alain. Oui, et puis surtout, à bientôt en Arunachal. À bientôt en Arunachal. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tout le monde.